On nous a proposé de faire une intervention à 2 voix, ce qui est plutôt sympa, parce que Khadija a son expérience de psychiatre, moi mon expérience de psychologue. On ne travaille pas forcément sur les mêmes pathologies, donc c'est plutôt complémentaire. Voilà, donc un rappel un petit peu bref après le topo de Laurent, le cadre légal. Donc, on va bien parler de l'âge auquel on préconise, on va dire, le dépistage présymptomatique chez l'enfant dans le cadre d'un screening familial. Donc c'est vraiment, bon, c'est un peu pointu, on va dire, c'est pas pour tous les dépistages, on est vraiment dans le présymptomatique chez l'enfant. Donc le cadre légal d'abord, donc comme l'a dit Laurent, le mineur est considéré par la loi comme vulnérable. Alors c'est vrai que Khadija me faisait remarquer l'autre jour que c'était pas un terme qu'on utilisait en psychologie ou en psychiatrie, mais enfin bon, c'est le terme du législateur. Et donc ce cadre légal nous dit si le dépistage chez le mineur asymptomatique est autorisé ou non. Donc effectivement, si ça peut lui apporter quelque chose à lui, et tu apporterais peut-être une précision à lui ou à sa famille. Et ce cadre légal met aussi en avant le bénéfice médical. Alors justement, il y a un autre cadre qui est le cadre médical, donc ça peut être les PNDS, les recommandations, les bonnes pratiques qui peuvent indiquer, bon, dans pas mal de PNDS, en tout cas je suis sûre pour le rendu Osler, pour le Marfan, je pense aussi, il y a un âge qui est indiqué, qui n'est pas un âge exact ou forcément celui auquel on fait le dépistage, mais en tout cas c'est un âge qui est indiqué, et cet âge il dépend du moment où on peut prendre en charge l'enfant, lui proposer un examen, par exemple dans le cadre du rendu Osler. L'examen, ça sera une radio, une échographie cardiaque de contraste pour rechercher d'éventuelles malformations artério-veineuses pulmonaires. Donc ça, on ne peut pas le faire très, très jeune, donc on lui proposera le dépistage à partir de 8 ans pour le rendu Osler. Et ce qui est important aussi, c'est que la vie du mineur doit être recherchée. Son autonomie est importante, même s'il est petit, donc la vie du mineur est recherchée dans tous les cas. Donc on est remonté un peu sur un article un peu ancien que vous connaissez peut-être, en tout cas que les généticiens connaissent. C'était en 2007-2008, donc la question du test présymptomatique chez les mineurs. Donc 50 généticiens avaient été interrogés, 50% étaient favorables à l'information et au dépistage avant 10 ans, dont 8% des généticiens étaient favorables au dépistage dès la naissance. Ce qui semblait important dans le dépistage, c'était d'obtenir l'accord, enfin en tout cas nous, obtenir l'accord, la possibilité pour les parents de ne pas informer l'enfant. Pour nous, c'est important de l'informer, mais enfin en tout cas 26% des généticiens étaient d'accord pour faire un test sans informer l'enfant. Et 2007. En 2007. Et donc ce groupe de travail, dans l'article, et le groupe de travail a fait des préconisations à l'issue de cet article, donc disant que le test ne doit pas être fait justement à l'insu de l'enfant et qu'il est important qu'il ait l'âge de comprendre ce qu'il en était. En tout cas, là, on parle évidemment pas des situations où c'est une urgence de faire le test. On est vraiment dans les situations où on peut retarder un petit peu la question, en tout cas. Et que la gestion en fait, des tests devait se faire au cas par cas et par une équipe pluridisciplinaire. Donc que nous dit la psychologie ? Alors la psychologie, elle va nous dire que l'enfant ne comprend pas la même chose selon son âge. Il y a des stades de développement que vous devez connaître pour ceux qui sont pédiatres, un peu moins pour ceux qui ne le sont pas, mais enfin bon, si vous avez des enfants, ça vous parlera. Donc, entre 0 et 3 ans, le niveau de compréhension de l'enfant, il est plutôt limité. Il est dans la perception des émotions de son entourage ou des siennes, et il est réconforté par ce qui lui est familier. Quand il connaît quelque chose, c'est plus confortable, c'est sécurisant pour lui. Entre 3 et 6 ans, l'enfant commence à prendre conscience de la maladie et de la mort. Il n'a pas compris que la mort était inéluctable, enfin irrémédiable, mais il sait que ça existe, la mort en tout cas. Et l'enfant, entre 3 et 6 ans, il vit dans le moment présent. Quand on échange avec lui, pour lui expliquer quelque chose, il a besoin d'exemples concrets et il a besoin qu'on lui répète les choses. Et l'enfant, entre 3 et 6 ans, a une imagination débordante, en général. Donc c'est aussi une chose qu'il faut avoir en tête quand on lui propose des explications. Entre 7 et 12 ans, l'enfant, le jeune, a conscience de la maladie et il a conscience aussi de la permanence de la mort. Il comprend le fonctionnement du corps, il raisonne bien, en tout cas il travaille son raisonnement et il a beaucoup de questions.
Et il a des capacités à partir de cet âge-là à pouvoir exprimer ses émotions, ou en tout cas à pouvoir définir ses émotions, à pouvoir en parler. Et après 12 ans, alors on en a parlé un petit peu ce matin avec la question de la transition, souvent il a déjà vécu une expérience de la mort, que ce soit un animal, un grand-parent, en tout cas il a entendu parler de la mort, enfin il a déjà vécu une expérience. Il a une bonne compréhension des explications, mais par contre il y a tous ceux dont on a parlé ce matin, tous les bouleversements qui sont liés à la puberté, avec l'intensité des émotions qu'il a parfois, souvent du mal à contrôler. Là, il y a l'importance de ses pairs, ce qu'on voyait ce matin avec le lymphodème et les jeunes qui se retrouvaient en camp, enfin en colonie, enfin je sais pas, bref. Et la notion de prévention est accessible, ce qui est important pour nous, pour pouvoir lui proposer un test. Tu veux prendre le relais ? Vas-y. Donc l'intérêt médical, évidemment, c'est la mise en place rapide de la prise en charge. C'est important que le patient puisse comprendre, l'enfant puisse comprendre la démarche. Je crois que en adaptant notre langage, l'enfant peut tout à fait comprendre la notion de risque et la notion de prévention, quitte à lui donner des exemples ou à travailler sur des exemples sur les mots. Qu'est-ce que c'est le risque ? Qu'est-ce que c'est la prévention ? Donc ça permet de donner un sens au test, à la surveillance, à la prévention. Donc l'information doit être adaptée à son degré de maturité, ce qui suppose, vous verrez dans nos protocoles, qu'on rencontre les enfants séparément aussi. On ne les voit pas que en présence de leurs parents. On essaie de voir si la demande vient de l'enfant ou si elle vient des parents. Plus l'enfant est petit, et plus c'est les parents qui vont le demander. Puis nous, on ne va pas aller chercher la dispute entre l'enfant et ses parents. Donc en général, avant que l'enfant soit à la consultation, ça lui a déjà été expliqué par les parents. Alors si on fait un test chez un enfant présymptomatique, pendant qu'il est mineur, ça ne lui donne pas le droit de choisir quand il sera adulte, est-ce qu'il aurait voulu le faire ou pas. Et ça pourrait perturber peut-être la relation entre le parent et l'enfant en anticipant la maladie et la modification du regard porté. Ça c'est plutôt quand le bénéfice médical n'est pas évident ou qu'il y a une pression de la part des parents en disant qu'ils voudraient faire le test avant que ça ne soit bénéfique. Cet enfant qui pourrait s'avérer porteur ne sera pas élevé de la même façon que celui qui n'est pas porteur. Je te laisse. Il y a des enjeux également du côté des parents. Donc souvent, les parents qui viennent demander un test présymptomatique pour leur enfant sont dans un sentiment d'urgence. Il faut savoir tout de suite, maintenant. L'objectif, c'est de tout faire, d'être un bon parent, de tout faire pour l'enfant, ce qu'on entend bien. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que surtout le parent a besoin de savoir parce qu'il a besoin de savoir que son enfant n'est pas concerné, que son enfant ne sera pas malade. Et c'est surtout cette réponse qu'il a envie d'entendre. Les parents peuvent nous demander de faire ce test pour se préparer, pour adapter le quotidien, pour orienter l'enfant. C'est vrai dans certaines maladies où on ne peut pas s'orienter ou difficilement s'orienter vers des métiers, pour le marfan, vers des métiers physiques. On sait que c'est important d'avoir peut-être le diagnostic plus tôt pour éviter que l'enfant se dirige vers une carrière sportive ou une carrière qui ait trop de besoins sur le plan physique. Les parents peuvent nous demander aussi le test parce qu'ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de savoir comment aborder le sujet avec l'enfant. D'où l'importance, comme disait Khadija, de la préparation, parce que ces tests présymptomatiques chez les enfants, il y a une période, une phase de préparation pour l'enfant, certes, mais il y a aussi, et avant la période de préparation de l'enfant, il y a la période de préparation du parent, parce que le parent doit penser le test, pourquoi ce test est fait, quels peuvent être les résultats et quel sera l'après-test, parce que ce qui est important, c'est de se préparer surtout à l'après. Et comme disait Laurent, c'est vrai que parfois ne pas savoir peut être plus délétère que de savoir, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et on ne peut pas juste dire que c'est parce que ce n'est pas une pathologie qui rentrerait dans le cadre, on refuse de faire le test, c'est vraiment, il faut savoir ce qu'il en est vraiment pour les parents. On a voulu souligner quelques points de vigilance du côté des parents.
Donc, ce que relevait l'étude de début 2000, là, c'est la demande de dépistage sans information ou explication à l'enfant. Alors ça, c'est quelque chose que les parents peuvent demander en disant l'enfant est trop petit, il ne comprendra pas, donc je préfère qu'on lui fasse le test sans lui dire pourquoi. Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'oppose. Voilà. C'est quelque chose qui a pu se faire, qui parfois peut se faire peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment pas une chose qu'il faut faire parce que l'enfant, on lui fait une prise de sang, c'est pas pour rien cette prise de sang. De même qu'il est important de rendre le résultat à l'enfant parce que ça le concerne lui, donc c'est important. Un autre point de vigilance, c'est la position asymétrique des deux parents, quand un parent est porteur et pas l'autre. Donc c'est important aussi de prendre en compte cette différence parce qu'un parent finalement aura transmis et il peut y avoir, alors ça va être c'est facile à dire comme ça, il y aura de la culpabilité ou pas, mais enfin en tout cas c'est quelque chose dont on ne peut pas ne pas y penser. Il est important également d'informer, que le parent non concerné soit informé, parce qu'il n'a parfois pas tant d'informations sur la pathologie que ça. Il sait ce que lui a dit son conjoint, sa conjointe, mais finalement, il a besoin lui aussi d'informations. Il est important de savoir que la connaissance du résultat peut perturber la relation parent-enfant. Ce que disait Khadija, c'est que quand on sait qu'un enfant est susceptible de développer une pathologie, susceptible de développer des symptômes, ben le regard parental change. Donc, si on peut décaler un petit peu, si on peut éviter que les premiers mois, les premières années de vie soient ce regard sur un futur enfant, enfin sur un enfant malade dans le futur, soit porté par les parents, c'est plutôt pas mal pour l'enfant d'être préservé de ça. Et ce qui nous semble important également, c'est qu'en cas de demande de tests simultanés pour les fratries, que ces tests finalement soient adaptés au cas par cas, on fasse pas, on prend tous les enfants en même temps, on teste tous les enfants en même temps, sans tenir compte de leur maturité, de leur âge, de leur demande à ce moment-là. Et surtout ne pas rendre tous les résultats en même temps, parce qu'en raison du risque de discordance. On avance. L'histoire familiale est importante aussi. Alors, ce qui se passe dans la famille, comment la communication passe, qu'on en dit, ce qu'on n'en dit pas. La sévérité et l'âge d'apparition des symptômes, c'est aussi quelque chose qui peut impacter la façon dont on présentera un test présymptomatique et la proximité avec les personnes atteintes. Parce qu'il peut parfois arriver que des enfants ne sachent même pas, ne connaissent même pas une personne qui est vraiment malade ou plus malade. La question du bon moment. Alors, s'adapter au calendrier personnel et familial, les anniversaires, les fêtes, les examens, etc. Et s'adapter, le bon moment, c'est le moment où tout le monde est prêt, finalement, l'enfant et les parents, avec une planification de l'information. Mais là, je reprends ça vite fait, c'est la façon dont on travaille. Alors, à Lyon, sur les pathologies vasculaires, mais Khadija travaille de la même manière. Je crois qu'il y a une discussion après sur les protocoles et la façon dont on travaille. On insiste sur la phase de préparation. Et sur le fait que l'enfant doit être reçu à toutes les étapes. Bon, c'est assez classique comme protocole. Donc en conclusion, on est rapide. L'âge du dépistage, ce n'est pas un chiffre, mais c'est une question de maturité. Donc c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer sur celui des parents. Ce n'est pas toujours facile à tenir face à des parents, mais c'est important. Et surtout, alors le point peut-être le point le plus important, c'est la préparation de l'enfant par des entretiens. Alors moi, je fais des entretiens individuels, toi aussi, et c'est extrêmement riche parce que l'enfant, il sait plein de choses, il parle de plein de choses, il connaît des choses, il a des questions, il a besoin d'être rassuré ou pas. Mais enfin, en tout cas, il se passe beaucoup de choses dans ces entretiens. La préparation des parents aussi. Alors chaque situation, chaque demande est unique. Elle a une temporalité qui lui est propre, un calendrier qui va lui être propre. Ce qui est important, c'est que les demandes soient en tout cas discutées par une équipe pluridisciplinaire. Et pour les enfants qui sont atteints, la reprise des informations me semble également nécessaire, notamment à certains moments comme à l'adolescence, donc pour les enfants diagnostiqués plus jeunes, au moment de l'adolescence, au moment de la transition, évidemment, ce sont des informations qui doivent être reprises. Alors j'ai voulu juste finir par l'étude périgénomède. Alors Sylvie Audin pourra peut-être nous en dire quelque chose, mais voilà, nous on travaille comme ça avec tout un protocole qu'on met en place, mais il y a des études qui sont en cours, qui ont commencé et qui vont peut-être rebattre les cartes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer les patients, ça veut dire qu'ils vont être préparés différemment
Et c'est quelque chose auquel il faut que nous aussi on se prépare, parce qu'on va gérer les choses aussi différemment, mais c'est vrai que la préparation, s'il n'y a qu'un mot à retenir de ce qu'on a dit, c'est préparation des enfants, préparation des parents. Merci.